Dans cette vidéo, je vais vous parler du lien entre la réflexion et la réfraction et certains phénomènes de la vie de tous les jours. Donc ici, c'est un phénomène qu'on peut faire l'expérience dans la vie de tous les jours, puis je suis sûre que tout le monde l'a fait au moins une seule fois dans leur vie. C'est le fait que des fois, quand tu es dans une voiture ou dans un autobus et que tu regardes à l'extérieur, tu peux voir une partie de ta réflexion sur la vitre de cet autobus. Ceci se produit parce que tu vas avoir des rayons qui vont provenir de la lumière, peut-être externe ou de la lumière dans l'autobus, qui vont frapper le visage de la femme. Et ça va faire en sorte qu'une partie de la lumière va être réfléchie de son visage et va frapper la vitre. Le rayon qui est réfléchi de son visage ou les rayons qui sont réfléchis de son visage vont frapper la vitre et parce que le milieu qui est l'air est différent que le milieu qui est le verre, ça va faire en sorte que la vitesse de la lumière va ralentir et ça va faire dévier le rayon. Par contre, si on regarde ce qui se passe ici, on peut voir qu'il y a quand même une partie de la lumière qui doit être réfléchie et c'est la lumière qui nous permet de voir la réflexion du visage de la femme dans cette image-ci et de votre réflexion quand vous regardez dans une fenêtre d'autobus. Et qu'est-ce qui permet de déterminer si on a des rayons qui vont être réfléchis dans une situation où un rayon passe à travers un milieu transparent? Mais ça va dépendre de deux facteurs, l'angle d'incidence et l'indice de réfraction. L'indice de réfraction va permettre de déterminer ce qu'on appelle l'angle critique. Donc, l'angle critique, c'est l'angle d'incidence, donc l'angle ici, qui produit un angle de réfraction de 90 degrés. Donc, ici, ça nous montre que dans cette situation-ci, on est dans un cas où l'angle d'incidence est égal à l'angle critique, parce que si tu regardes l'angle de réfraction, on voit que c'est un angle de 90 degrés. L'angle de réfraction, c'est l'angle entre le rayon réfracté et la normale. Ici, on voit que c'est 90 degrés. Dans cette situation-là, remarquez qu'il n'y a pas de réflexion et il n'y a pas non plus de réfraction parce que le rayon ne va pas passer à travers le milieu, il va juste longer la surface du milieu. Maintenant, si l'angle d'incidence est plus grand que l'angle critique, c'est là où on va se retrouver dans une situation où tu vas avoir une partie de ces rayons-là, donc les rayons qui correspondent à ces rayons incidents et donc cet angle incident, qui vont être réfléchis. Ça veut dire qu'avec la loi de Snell-Descartes, si vous déterminez qu'on va avoir un angle incident qui va donner un angle de réflexion qui va être supérieur à 90 degrés, on sait qu'on va se retrouver dans une situation où on a dépassé l'angle critique et donc il n'y aura pas de réfraction, mais il va plutôt avoir de la réflexion de ce rayon lumineux. Ça veut donc dire que tous les rayons ici qui ont permis de donner l'image de la femme dans cette vitre sont des rayons qui vont avoir un angle d'incidence qui va être supérieur à l'angle critique, permettant donc la réflexion de ces rayons-là plutôt que la réfraction. Maintenant, ça nous permet aussi de déterminer ce qu'on appelle la réflexion totale interne. Donc, il y a réflexion totale interne lorsque la lumière incidente ne va pas être réfractée, mais elle va être plutôt réfléchie par la frontière et va rester dans son milieu. C'est-à-dire que techniquement, ici, il y a une réflexion totale interne, mais d'habitude, on applique ça surtout dans des situations dans lesquelles on a un milieu qui peut être, par exemple, une roche, qui est transparente ou un minéral, ou par exemple de l'eau. Et dans cette situation-là, c'est là où on va avoir un angle d'incidence qui dépasse l'angle critique et qui fait en sorte que l'angle de réfraction va être supérieur à 90 degrés, ce qui fait en sorte que là, maintenant, on a un angle qui est réfléchi. Ça veut dire que la vitesse de la lumière qui va être dans ce milieu va être plus grande que la seconde, parce que ici, généralement, quand tu passes d'un milieu à un autre, tu vas changer de vitesse. Par contre, ici, donc ici, c'est important qu'on ait deux milieux qui sont différents parce que si les deux milieux étaient pareils, tu n'aurais pas cette situation-là de réfraction ou de réflexion totale interne. La lumière passerait au travers. Maintenant, il y a certains principes de mathématiques qui peuvent vous aider à résoudre certains problèmes. Donc, ces principes de mathématiques nous disent que si l'angle incident est égal à 0, bien, la lumière va passer à travers le milieu sans être réfractée. On sait aussi que pour résoudre certains problèmes, lorsqu'on a des angles, lorsqu'on a un triangle qui est isocèle,
et que ce triangle-là va avoir deux angles qui sont égaux. Le troisième angle, on peut trouver le troisième angle à partir de ça, sachant qu'un triangle a trois angles et que la somme des angles va être de 180 degrés. Et que si on a deux droites qui sont parallèles, la séquente qui coupe ces deux droites parallèles vont former des angles qu'on appelle des angles alternes internes qui vont avoir la même mesure. Et on a la même chose ici, on peut avoir aussi des angles alternes externes qui eux aussi vont avoir la même mesure dans ce contexte-ci. Maintenant, ça, c'est juste des principes de mathématiques qui peuvent vous aider dans certaines situations de résolution de problèmes qui impliquent la réfraction. Maintenant, si on parle d'un autre phénomène qui implique la réfraction, qui est la dispersion. Donc, la dispersion, c'est quelque chose qui arrive lorsque la lumière blanche, qui est composée de plusieurs longueurs d'onde, et c'est ça qui fait qu'elle est blanche, quand elle frappe un différent milieu et est réfractée à l'intérieur d'un prisme, ça va séparer les différentes longueurs d'onde de lumière pour qu'on puisse les voir de façon isolée et indépendante. C'est-à-dire que toutes ces longueurs d'onde de lumière se retrouvaient dans la lumière blanche, mais la seule raison qu'on peut les voir maintenant, c'est qu'en passant à travers le prisme, chaque longueur d'onde va avoir une vitesse différente de déplacement à travers le milieu, ce qui va changer l'angle de réfraction et va faire en sorte que tu peux maintenant séparer ces différentes longueurs d'onde de la lumière blanche. Comment ça s'applique au niveau de la vie de tous les jours? Mais si on pense à un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel est formé par des gouttelettes d'eau qui se trouvent dans l'air et dans l'atmosphère. Donc, remarquez ici le schéma. Il y a des gouttelettes de vapeur d'eau. Il y a la lumière du soleil qui frappe les gouttelettes de la vapeur d'eau, qui fait en sorte qu'il va y avoir une réfraction qui va créer une dispersion des différentes longueurs d'onde de la lumière blanche provenant du soleil. Et ces rayons qui vont être réfractés vont ensuite se rendre à nos yeux, faisant en sorte qu'on puisse voir les différentes longueurs d'onde comme un arc-en-ciel. C'est-à-dire qu'ici, on regarde le schéma de qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un arc-en-ciel. Tu as la lumière blanche du soleil qui contient toutes ces longueurs d'onde mélangées, qui fait qu'elle est blanche. Lorsque la lumière blanche frappe des gouttelettes d'eau, donc ça serait une goutte d'eau dans l'atmosphère, comme dans les nuages, il va y avoir une réfraction qui va se faire ou plusieurs séries de réfractions qui vont faire en sorte que de la dispersion des longueurs d'onde va se faire et donc ça va séparer les différentes longueurs d'onde. Et ces différentes longueurs d'onde vont donc arriver à nos yeux à des endroits et nous faire percevoir ces couleurs-là à des endroits différents dans le ciel. Mais dans la réfraction et la réflexion sont aussi importantes, par exemple, dans l'utilisation d'un rétroviseur. Le rétroviseur, c'est ce qui est dans la voiture et qui permet à un conducteur de regarder derrière lui. Donc, si on regarde dans un rétroviseur, il y a deux différents ajustements. Il y a un ajustement de jour et un ajustement de nuit. Donc, si vous regardez le rétroviseur dans la voiture de vos parents, vous allez voir qu'il y a un petit levier qui permet d'ajuster le rétroviseur. Et ça veut dire que tu peux changer l'angle du miroir du rétroviseur. Et ça va faire deux choses. L'ajustement de jour, ça agit comme un miroir. Ça veut dire que dans le cas de l'ajustement de jour, tu vas avoir de la réflexion. Et ça, c'est pour ça que tu peux voir un objet derrière toi ou le conducteur peut voir un objet derrière lui à l'aide d'un rétroviseur. Par contre, le rétroviseur va avoir une forme d'un prisme et va aussi contenir un matériel qui va être de la vitre. Ça va faire en sorte que quand c'est la nuit, le conducteur peut changer l'ajustement du rétroviseur pour changer l'angle du rétroviseur. Et l'ajustement de l'angle du rétroviseur va faire en sorte qu'il va y avoir beaucoup plus de réfraction que de réflexion. Donc, tu vas avoir une réflexion partielle qui va se faire parce que l'angle va faire en sorte que tu vas avoir beaucoup plus de réfraction de la lumière provenant de derrière le conducteur, donc à travers la vitre du rétroviseur. La raison pour ça, c'est parce que quand c'est la nuit, il fait noir dehors et quand il y a quelqu'un qui conduit derrière une autre voiture, le conducteur, généralement, va avoir, sa voiture va avoir ses phares allumés puis ça va être très, très, très éblouissant. Et un conducteur peut se retrouver à avoir de la difficulté à même voir devant lui parce que la lumière qui réfléchit sur le rétroviseur des phares de la voiture derrière lui peuvent être très, très, très brillants et faire qu'il va avoir de la difficulté à voir. En l'ajustant comme ça, il va y avoir de la réfraction qui va se faire, c'est-à-dire que la majorité de la lumière provenant des phares de la voiture derrière la nuit vont être
envoyé dans une autre direction que la direction des yeux du conducteur. Par contre, il va y avoir une petite quantité de cette lumière qui va être réfléchie, donc toute la lumière qui est arrivée à un angle d'incidence qui dépasse l'angle critique. Et ça va faire en sorte que le conducteur va quand même être capable de voir les phares de la voiture derrière lui, mais beaucoup moins de rayons de lumière de ces phares-là vont arriver à ses yeux et, dans le fond, l'aveugler. Une autre utilisation de la réfraction et de surtout la réflexion totale interne, c'est la fibre optique. Donc, une fibre optique, c'est utilisé, par exemple, pour transmettre de l'information sur des longues distances, comme, par exemple, l'utilisation de l'Internet. Une fibre optique, si on l'ouvre, ça va être un tube de verre entouré d'une gaine de plastique, donc entouré d'un recouvrement de plastique. Le verre qui est à l'intérieur va être capable de faire de la réfraction et de la réflexion totale interne, et c'est ça qui transmet l'information à travers de la lumière. Donc, dans le fond, la transmission de l'information à travers une fibre optique se fait à l'aide de la transmission de rayons lumineux à travers cette fibre optique. C'est-à-dire que si tu regardes une fibre optique, elle va avoir un certain diamètre, ça va être un tube de verre, et l'information qui sont les rayons lumineux vont voyager parce qu'ils vont partir d'une source, frapper une des surfaces internes de ta fibre optique à un angle supérieur à l'angle critique qui va faire de la réflexion totale interne jusqu'à l'autre surface. Donc, si on continue la surface ici, ça va frapper une autre partie de ta fibre ici à un angle supérieur à l'angle critique qui va faire de la réflexion. Et ça continue jusqu'à temps que la lumière qui contient le message se rende à la fin, à l'endroit où ça doit se rendre pour pouvoir transmettre le message. Une périhélie est une autre situation où on va avoir de la réfraction qui va se faire. Et les périhélies, ça se voit seulement en hiver, dans des conditions où il fait soleil, mais qu'il va y avoir beaucoup de gouttelettes de glace dans l'air. Et j'ai déjà observé souvent ça l'hiver dernier, et je suis sûre que si vous faites un petit peu attention l'hiver prochain, vous allez pouvoir les observer. Mais dans le fond, c'est parce que dans l'air, ici, il y a des gouttelettes de glace. Donc, la glace, c'est un matériel qui est transparent, mais qui est différent de l'eau, pas de l'eau, qui est différent de l'air et donc ne va pas faire que la lumière voyage à la même vitesse quand ça passe au travers. Donc, ça permet la réfraction. Et les rayons de la lumière qui frappent les petites particules de glace ou les petits cristaux de glace dans l'atmosphère vont être réfractés, causant la forme de la périhélie qui encercle la source de lumière qui va être le soleil. Une autre situation dans laquelle vous avez probablement observé de la réfraction, c'est dans les situations de profondeur apparente. Ça veut dire que vous avez probablement déjà essayé de ramasser une roche ou quelque chose que vous avez vu dans un étang ou un cours d'eau ou dans un lac. Et vous avez probablement remarqué que l'endroit où vous le voyez et que vous voulez mettre votre main, quand vous mettrez votre main dans l'eau, votre main n'est pas à la bonne place. Et la raison pourquoi votre main n'est pas à la bonne place dans cette situation-là, c'est que vous observez l'objet comme étant ici, parce que vous pensez que la lumière, votre cerveau interprète la lumière qui voyage dans une ligne droite, et donc vous imaginez que l'objet est ici, vous voyez l'objet ici, mais en réalité, l'objet est ici, parce que dans le fond, il va y avoir des rayons qui sont réfléchis sur l'objet, qui quittent l'objet et qui traversent la frontière entre deux milieux différents, et donc la lumière va être réfractée, et l'angle avec lequel le rayon qui arrive à vos yeux est différent que l'angle où il a quitté l'objet, ce qui fait que l'objet va apparaître à un endroit différent où il est réellement. Et c'est pour ça que quand vous voulez ramasser quelque chose dans un lac, vous avez besoin d'ajuster votre tir et d'essayer de prédire où devrait se retrouver l'objet réellement, basé sur le fait que les rayons sont réfractés vers vos yeux. Je suis sûre que vous avez aussi observé des situations de miroitement ou de mirage, surtout si vous avez fait des longs voyages sur des routes asphaltées avec de l'asphalte et qui faisait très chaud. Dans ces situations-là, je suis sûre que vous avez observé que de loin, ça paraissait comme s'il y avait une couche d'eau
ou de glace sur l'asphalte avant de vous rendre là. Mais quand vous arrivez à l'endroit où vous pensez avoir vu l'eau sur l'asphalte, vous voyez que c'est complètement sec. Ça, c'est parce qu'il va y avoir des gouttelettes, il va y avoir de l'air chaud et de l'air froid. Et l'air chaud qui se trouve à la surface de l'asphalte ou de l'objet qui est chauffé va faire que la lumière ne va pas passer à la même vitesse à cet endroit-là, ce qui va changer, qui va créer un petit peu de réfraction et va faire en sorte que tu vas voir aussi de la réflexion qui va se faire sur cet objet, comme s'il y avait une autre source réflective comme de l'eau. Maintenant, on va passer à une situation où on voit l'utilisation des lentilles dans la vie de tous les jours. Donc, si on regarde une utilisation des lentilles dans la vie de tous les jours, on peut voir ici l'utilisation d'un télescope. Donc, un télescope, ça permet de voir des objets qui sont très loin, de façon à les rapprocher vers nos yeux et faire qu'on peut les voir en détail, même s'ils sont très loin. C'est-à-dire qu'un télescope se sert du principe que tu vas avoir un objet, un arbre, qui va avoir des rayons qui vont frapper cet objet et qui vont faire en sorte que ces rayons vont être réfléchis par l'objet. Il va y avoir certains rayons, donc ici, les rayons, ils vont être tout entre ces rayons-là, qui, eux, vont être réfléchis de l'objet et qui vont frapper un miroir qui, lui, va être concave. Le miroir concave va permettre de réfléchir les rayons qui sont arrivés au miroir vers un point qui est ton foyer. Mais avant d'arriver à ce foyer, ces rayons vont ensuite être réfléchis sur un miroir qui va être plan à un angle de 45 degrés pour faire en sorte que ces rayons puissent arriver et converger vers un seul point, ou ensuite ils vont diverger pour se rendre à travers une lentille qui va être convergente. Et cette lentille convergente va permettre de faire converger ces rayons lumineux dans tes yeux pour que tu puisses les voir très clairement. Les microscopes utilisent relativement le même principe, mais ici, c'est pour voir des objets qui sont très petits et qui sont difficiles à observer à l'œil nu. Donc, dans cette situation-là, l'objectif, c'est de agrandir l'image en utilisant des lentilles qui sont convergentes. Ça veut dire que si tu regardes un microscope et comment ça fonctionne, tu vas avoir un objet qui est réel, que tu observes au microscope. L'objet réel, tu vas l'observer à l'aide de plusieurs lentilles. Une première lentille qui, elle, ou ça c'est ton spécimen plutôt, une première lentille qui, elle, va agrandir un petit peu l'objet en créant une image qui est réelle. Donc, cette image réelle va être formée par une lentille convergente en utilisant, comme les principes que l'on a vus avec le traçage de diagrammes de rayons, mais en utilisant le principe que les rayons qui vont atteindre une lentille convergente vont converger vers un seul point. Et si tu continues à tracer ces rayons derrière la lentille, tu peux observer une image qui est réelle. Ensuite, il va y avoir une autre lentille qui, elle, va permettre d'agrandir encore plus l'image. Elle va permettre d'agrandir encore plus l'image, mais cette fois-ci, en prenant l'image qui est réelle, parce que rappelez-vous qu'une image réelle, ça peut apparaître sur un écran, ça veut dire que ça peut aussi traverser et se rendre à une autre lentille. L'image réelle va ensuite créer des rayons qui, elle, va passer à travers une autre lentille convergente. Et cette fois-ci, la lentille convergente va utiliser cette image réelle de ton spécimen pour créer une image qui est virtuelle, qui, elle, va agrandir encore plus ton spécimen pour que tu puisses voir en détail le spécimen que tu observes au microscope. De façon surprenante, l'œil humain agit aussi de la même façon que, peut-être pas nécessairement un microscope, mais utilise une lentille qui, elle aussi, va être convergente. Donc, si on regarde à quoi ressemble l'œil humain va avoir deux composantes qui sont très importantes pour permettre la vision. Tu as besoin d'une cornée, qui est le tissu qui entoure l'œil. La cornée est aussi faite d'un matériel qui permet à la lumière de passer à travers, qui va faire une petite diffraction. Mais tu vas aussi avoir une lentille ici, qui, elle, ou qu'on appelle le cristallin, qui, elle, va agir comme une lentille convergente. Donc, remarquez qu'elle ressemble à une lentille convergente. Et cette lentille convergente va permettre de prendre les rayons lumineux qui atteignent et qui passent à travers la cornée
pour faire converger les rayons lumineux sur ce qu'on appelle la rétine, où il y a des récepteurs sensoriels qui détectent différentes longueurs d'onde de lumière. Quand la lumière frappe ces récepteurs sensoriels, ça envoie un message à travers le nerf optique jusqu'au cerveau, où là, le cerveau va interpréter l'information qu'il reçoit de la rétine et du nerf optique pour pouvoir le traduire sous forme d'image. C'est-à-dire que si tu as un objet ici qui est un objet, je vais dessiner une flèche juste pour montrer un objet, l'objet va apparaître réfléchi sur la rétine, ou comme réfléchi, mais va apparaître sur la rétine comme sur un écran, et les récepteurs sensoriels qui vont être stimulés par l'image qui est ici, va envoyer le message.